Allez, je commence. Donc c'est la liste des points que l'on va vous présenter. Donc on va commencer par un petit rappel, mais Dimitri l'a déjà fait sur la partie migration. Et puis on va vous présenter les nouveautés, ce qui a été modifié, ce qui a été corrigé, ce qui a été ajouté. Donc, on verra déjà une nouvelle interface, on parlera de toute la partie facturation, dématérialisation de facturation, les évolutions légales sur la partie impression mode brouillon, journaux sous système, toute la partie intégration qui a été revue, une partie sur le déverrouillage des acomptes, des contrôles complémentaires qui ont été ajoutés avant, après comptabilisation, le nouveau programme d'interrogation comptable, la partie réécrite sur le lettrage, un petit rappel sur les subventions, un petit rappel aussi sur la partie EBIX prélèvement, et on terminera par le meilleur, les modifications sur les emprunts. Qui vous est présenté aujourd'hui est disponible sur le site du support. Et sur le site du support, vous retrouverez aussi, je le préciserai, quelques documentations complémentaires, entre autres sur la nouvelle facturation définitive ou certains programmes. Donc le rappel, hein, on coupe vendredi à 17h, quasiment ponctuel parce qu'on a vraiment besoin de commencer au plus vite pour respecter notre timing. Vous n'avez pas d'accès à la partie compta durant l'opération, ça ne coupe pas de modification des données, d'accord. Voilà. Alors, je vais juste vous demander s'il y a encore des personnes qui ont des micros de bien les couper. Donc, vous n'avez pas accès durant l'opération, mais juste à la compta, vous avez accès à vos mails ou autre chose. L'accès sera rendu lundi matin. Pas de changement de code utilisateur, pas de mot de passe, comme d'habitude, et pas de modification des données. Ça ne crée rien, ça ne corrige rien, ça ne change rien au niveau des données. Alors, première nouveauté, vous verrez donc en vous connectant lundi matin une modification des couleurs. Donc c'est simplement les couleurs et la charte graphique qui ont été modifiées par l'éditeur qui développe à l'origine le logiciel que nous on adapte pour toute la partie UMA. Donc les menus, l'organisation des fenêtres, etc. ne changent pas. Vous verrez quand je vous présenterai les écrans. Hein. C'est simplement une notion de couleur qui est modifiée un petit peu plus dans l'air du temps, et puis l'éditeur harmonise l'ensemble des couleurs de ces différents produits. Alors, première modification qui a été faite, première correction même, depuis la version 10.3, on avait un petit souci au niveau de l'explorateur de pièces de capital social. Il y avait des bugs d'affichage, c'est-à-dire que vous pouviez consulter la liste dans l'explorateur, mais vous ne pouviez pas ouvrir, modifier, créer, supprimer des pièces depuis l'explorateur de capital social. La partie saisie de pièces de capital social, y compris cet explorateur, a été revue et simplifiée. Donc ça, c'est un problème qui est résolu. Vous pourrez à nouveau, depuis l'explorateur de capital social, faire des modifications, cliquer sur la petite cible pour accéder aux pièces. Il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Alors, première grosse modification, la facturation définitive et la notion de pré-contrôle. Alors, je vais vous le montrer après en réel. Même si l'écran semble ne pas avoir été beaucoup changé, le programme a été totalement réécrit. Donc, c'est un nouveau programme, visuellement identique, mais refait. Plus rapide, vous verrez que les temps d'affichage pour afficher la liste des factures sont beaucoup plus rapides. La génération des factures, le temps a été un petit peu amélioré, mais là-dessus, on est sur des temps normaux. Par contre, la génération des factures se fera en arrière-plan. C'est-à-dire que si vous lancez la génération de 300 factures, vous pouvez laisser le programme tourner et vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Vous n'aurez plus les petits flashs de 300 fois là, le petit pop-up qui revenait facture par facture. Je vais vous le montrer après. Vous verrez aussi, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a des présences de contrôle de cohérence qui ont été faits. Et puis, on a intégré, donc dans ces nouveaux écrans, on utilise les technos de l'éditeur. Donc, il y a des programmes automatiques, des méthodes automatiques de recherche et d'export Excel. Je vais basculer sur ma base de démo. Voilà, ça vous présente la partie avec les widgets, donc pas de changement de ce côté-là. Hein, vous avez juste les couleurs qui changent. Moi, j'utilise quelque chose d'un tout petit peu plus allégé. Voilà. Donc le programme de facturation, vous retrouvez, hein, hormis quelques recalages esthétiques, le même fonctionnement qu'actuellement. On est le 25.
Alors, vous voyez ici, premier cas, alors bien évidemment, moi, pour valider les contrôles, j'ai créé tout un tas de bizarreries dans ma base et il détecte qu'au moins une ligne est en erreur. Donc, à partir de là, ici, on a un premier message d'information sur la partie contrôle de cohérence. Alors, qu'est-ce que sont ces contrôles? Vous voyez, si je descends ici, voilà, vous avez la ligne est en rouge, il y a un petit feu, et puis ici, vous avez des détails de contrôle. Alors, on a intégré des contrôles qui sont liés au code TVA et au compte comptable. Des choses que l'on croise régulièrement en support, par exemple, le compte comptable est présent dans la fiche article, mais il n'est pas présent dans le plan comptable, ou les paramétrages de TVA ne sont pas adéquats entre le compte comptable, le code TVA, l'article, le compte comptable. Voilà. Donc, on a intégré un certain nombre de contrôles qui sont listés dans la documentation accessible sur le support. Et donc, vous avez ici les petits messages. Pas de TVA, article sans compte, journal n'existe pas, journal n'est pas sous système, ça j'y reviendrai. Des contrôles aussi sur l'analytique, par exemple, le code analytique n'est pas existant. Voilà. Donc, un certain nombre de contrôles ont été ajoutés avant la facturation. Le but est de pouvoir ensuite facturer et surtout intégrer en comptabilité de manière correcte et qu'on n'ait pas de rejet de l'intégration comptable parce que, par exemple, le compte comptable n'existe pas. Si vous cherchez à facturer des lignes qui sont en erreur, vous aurez un deuxième message qui vous précise que vous êtes en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire et en gros qu'il faudra assumer et qu'une trace sera écrite dans le livre de bord. Donc on retrouvera que vous avez forcé la facturation malgré un contrôle en erreur. Donc l'idée, c'est d'aller vérifier que l'erreur est corrigée, enfin de corriger l'erreur et de relancer le programme pour qu'elle soit corrigée. Si au début, vous avez des interrogations sur la compréhension de ces contrôles en complément de la doc, bien évidemment, le support sera là pour y répondre. Donc un certain nombre de contrôles, sinon pour le reste, vous retrouvez la présentation du programme tel que vous la connaissez, hormis le fait qu'on a ajouté un sous-niveau. Vous voyez ici, il y a un sous-niveau par code opération. Hein. On a les ventes, on a les avoirs, les acomptes, les reprises d'acomptes. On l'a fait à la fois parce qu'on en avait besoin techniquement pour optimiser le programme, et puis on trouve aussi que c'est quand même plus sympa et plus lisible. Vous avez bien comme ça, par type d'opération, le détail tel qu'il apparaîtra sur les factures et tel qu'il apparaît en fait au niveau des ruptures à l'impression. Pour les personnes qui utilisaient, même si c'était relativement rare, la possibilité de filtrer par article et par BL, ça a été légèrement déplacé, c'est présent ici. Ça, en gros, ça affiche des listes qui permettent ici, par exemple, de dire je ne veux facturer que tel ou tel article, que tel ou tel BL. Donc ici, je peux pointer et dire que je vais facturer ce BL, ce BL, ce BL. Voilà. C'est quelque chose qui était déjà présent, mais pas exactement de cette manière-là, à mon avis relativement peu utilisé, mais que l'on a rajouté. Voilà, ça vous permet de choisir en fait les BL que vous voulez facturer si leur plage de numéro ne se suit pas. Pour le reste, le double-clic tel que vous le connaissez, le entrée pour facturer ou les boutons facturer sont présents. Je vous disais qu'il y a des possibilités de recherche. Ça, c'est présent dans un certain nombre d'écrans désormais. Si vous faites un CTRL F, alors F pour Find en anglais, c'est des raccourcis habituels de Microsoft. Vous avez possibilité de rechercher dans cet écran. Et si vous faites un CTRL R, alors on verra pour rajouter un bouton Excel, si vous faites un CTRL R, ça va extraire, vous voyez, automatiquement, alors là, moi, j'ai pas Excel, c'est OpenOffice, mais même topo, ça extrait automatiquement et très rapidement l'intégralité de cet écran dans Excel. Alors, l'idée n'est pas d'exporter et de travailler dans Excel, mais si ça peut être utile, c'est quelque chose qui est natif et automatique. Donc un gros travail sur cet écran. J'insiste bien, surveiller les contrôles au début. Il n'y a pas pour bien vérifier. Si des contrôles peuvent être intéressants à ajouter, on est toujours preneur de retour utilisateur à ce niveau. Ensuite, un point toujours sur les factures. Donc la dématérialisation des factures. C'est quelque chose qui était déjà présent dans la version actuelle, mais que l'on a complété, pour lequel on a aussi mis en place des réunions avec les directeurs d'AGC et de fédération, mis en place une grille tarifaire qui sera communiquée pour les personnes qui souhaitent y souscrire.
Donc c'est un flux qui est totalement intégré dans la partie compta et qui est basé sur des paramétrages des fiches adhérents. C'est lié ici à la partie flux de dématérialisation et c'est totalement intégré. Je vous montrerai un certain nombre d'écrans. Vous voyez, et on va voir qu'à partir des factures, on peut directement consulter la partie dématérialisation et accéder à l'ensemble de la traçabilité sur ce qui est envoyé sur la plateforme de Démat, à la fois dans la partie compta et sur la plateforme directement. Alors, ça permet quoi? Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'envoyer sur Chorus pour les personnes qui travaillent avec des collectivités. Ça, c'est quelque chose que l'on a validé et qui est actuellement déjà utilisé par une ou deux personnes. Ça permet de faire de l'envoi d'emails en pièce jointe ou ce qu'on appelle d'emails tracés, c'est-à-dire que la personne reçoit non pas directement la pièce jointe dans son mail, mais un lien de téléchargement, et je vais vous montrer sur la plateforme, vous savez que la personne a cliqué, si elle n'a pas cliqué, si elle a téléchargé sa facture, donc il y a vraiment une traçabilité du téléchargement de la facture, et ça vous permet enfin de faire de l'envoi courrier. C'est-à-dire que si l'adhérent est paramétré en envoi courrier et que vous passez par ce flux-là, ça va télécharger les factures sur la plateforme et c'est la plateforme qui va imprimer et mettre sous pli à votre place. Donc ça vous évite d'avoir tout ce travail d'impression et de mise sous pli. Le fait que vous avez un gain financier puisque le coût de cette impression et de cette mise sous pli est de toute façon moins cher que le simple coût du timbre que vous payez aujourd'hui. Donc pour vous montrer quelques exemples. Donc vous aurez accès pour les personnes qui souscrivent en fait à cette interface, à cet abonnement en quelque sorte. Vous voyez, donc ici c'est l'interface de test, un certain nombre de factures qui ont été déposées. Donc je retrouve un certain nombre d'informations, je retrouve le numéro de la facture, mon numéro de dossier, le numéro d'adhérent, l'email quand c'est de l'envoi par email, le numéro de pièce. Et vous voyez par exemple ici que le mail est envoyé et consulté. Vous voyez ici que le mail, il a été simplement envoyé, ou ici qu'il est envoyé et qu'il n'est pour le moment pas consulté. Alors ça, c'est plutôt pratique parce que ça vous permettra directement d'accéder à l'accueil à un certain nombre de widgets. Vous voyez ici, par exemple, j'ai 6 factures qui ont été envoyées et non consultées au bout de 10 jours. Ça vous permet à partir de là de faire des relances. Par exemple, certaines personnes qui n'auraient pas consulté les factures à partir de cet email, vous pouvez les relancer. Le fait que ce soit du mail, du courrier ou du Chorus, comme je disais, c'est lié directement au paramétrage de la fiche adhérent. Mais ces informations, elles sont de toute façon automatiquement récupérées dans la compta. Vous n'avez même pas besoin en fait d'accéder à la plateforme pour savoir quel est l'état de vos déposes. Vous aurez accès directement à un écran où vous retrouverez toute la traçabilité. Donc là, moi, j'ai affiché un certain nombre de colonnes. On peut afficher comme toujours plus ou moins de colonnes. Vous voyez ici, par exemple, que cette facture, elle est en erreur. Donc, elle apparaît en rouge et on voit le statut. Donc ça, c'était des tests sur des problèmes de reconnaissance de l'adresse postale, d'ailleurs. Vous voyez ici, par exemple, qu'il y a des suivis. La personne n'a pas consulté sa facture au bout d'un certain temps. Donc, vous aurez accès directement à ces informations à partir de la partie compta. Vous pourrez visualiser la pièce directement et vous pourrez accéder directement à l'interface Zindoc à partir de cet écran. Voire même depuis une facture, accéder directement à la partie Zindoc. Ici, vous voyez, si je clique, j'accède directement à ma facture dans l'interface de dématérialisation depuis mon logiciel compta. Et je peux, s'il y a eu un problème d'email, vérifier l'email, renvoyer l'information, etc. Dernier point, cet envoi sur la plateforme dématérialisée remplace l'original. Ce sont des PDF qui ont valeur probante et qui sont stockés à la caisse des dépôts, c'est des CR-Kineo, avec un archivage à valeur probante. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle la PAF, donc la preuve d'audit fiable. Ça remplace votre original papier. Vous pouvez télécharger ce PDF qui est normé. Vous voyez ici, il y a bien un tampon d'horodatage
et la valeur de preuve. Donc ça remplace vraiment l'envoi tel que vous le connaissez et ça remplace aussi l'archivage papier. Vous avez accès à partir de là à, si vous êtes par exemple AGC, à l'ensemble des CUMA que vous gérez. Si vous êtes une CUMA, simplement à vos factures, toute la gestion des droits est faite. Voilà. Je m'étends pas plus sur ce sujet. Il y aura des communications complémentaires qui seront effectuées, des webinaires complémentaires qui seront effectués pour vous faire des présentations et puis ensuite vous pourrez nous contacter pour, on va dire, souscrire l'abonnement. Je donne un petit peu plus d'informations par rapport à la souscription. Donc, effectivement, c'est un service supplémentaire. On est sur de l'intégration d'un réel outil de dématérialisation directement dans MyCUMA Compta. Donc là, vous voyez qu'il y a un écran qui fait le pont directement avec le partenaire, donc Zindoc. Zindoc est complètement intégré dans MyCUMA Compta. Néanmoins, ça reste un outil supplémentaire pour la dématérialisation qui va envoyer à votre place les factures, donc faire la mise sous pli pour envoyer directement à vos adhérents. Envoyer directement par mail ou envoyer directement sur l'interface Chorus. Mais c'est un service supplémentaire qui est payant. Néanmoins, en termes de retour sur investissement, vous allez vous y retrouver parce que vos coûts à vous de mise sous pli calculés avec du coup tous les frais d'envoi, les timbres, etc. sont supérieurs. Vos coûts à vous sont supérieurs par rapport aux coûts que proposera Zindoc. Donc, dans tous les cas, vous serez gagnant en utilisant ce service. Et voilà, comme Guillaume l'a dit, on proposera des webinaires complets et il faut que votre fédération adhère à ce service pour y avoir accès. Sur le gain des coûts, ce qui a été estimé, qui est basé sur les tarifs et sur des chiffres officiels de coûts de facturation, on va être entre 10 à 60% d'économie quand on prend le flux mail. Une notion complémentaire qui a été intégrée, qui est l'impression en mode brouillon. Alors, c'est un nouveau mode d'impression que l'on retrouve depuis l'impression de facture ou depuis notre programme d'impression. L'impression brouillon est cochée par défaut. Pourquoi impression brouillon? Parce que désormais, une impression non brouillon, donc en mode réel, bloque la modification d'une facture. Pourquoi? Parce que c'est un critère légal et que de ce côté de l'évolution des réglementations, le logiciel s'est mis aux normes légales. De toute façon, c'est des choses qui lui sont imposées. Donc, une facture imprimée en mode brouillon, vous aurez un filigrane brouillon qui apparaît dessus et la facture n'est pas considérée comme imprimée, elle est encore modifiable. Une facture imprimée en mode réel, il n'y a pas le filigrane brouillon bien évidemment par-dessus et elle n'est donc plus modifiable. J'insiste là-dessus, c'est un critère légal, donc c'est quelque chose qu'on ne touchera pas, c'est une obligation. Donc il faut toujours imprimer les factures pour qu'elles basculent en comptabilité, il faut toujours les imprimer en mode réel pour qu'elles soient considérées intégrables en comptabilité. Donc vous aurez le choix, lorsque vous lancez une impression, d'imprimer ou non en mode brouillon. Quand vous décocherez le mode brouillon, vous aurez un petit rappel quand même qui vous précise bien que vous nous imprimez en mode réel et que les factures qui sont imprimées telles que ne seront plus modifiables. On rappelle que normalement, dans les bonnes pratiques, c'est pas j'imprime, je donne mes factures pour qu'elles soient vérifiées, puis je viens les corriger et je les réimprime. Normalement, une facture imprimée papier est considérée comme un original et c'est quoi? Donc, on ne doit pas avoir deux papiers qui promènent et dont les données pourraient être différentes. C'est pour ça que ce mode brouillon a été intégré. Si vous avez besoin d'imprimer les factures pour les donner par exemple à un trésorier pour qu'il les valide, vous les imprimez en mode brouillon. Éventuellement derrière, vous pouvez les corriger puisqu'elles sont encore imprimées en mode brouillon et vous les réimprimez en mode réel. C'est, comme je disais, simplement un critère légal pour que deux factures ne se promènent pas dans la nature avec des données différentes. Petite modification au niveau du déverrouillage des acomptes. Pour les personnes qui pratiquaient, vous aviez accès directement à la coche dans l'écran pour des questions de sécurité des données, de pratique, d'harmonisation des développements. Maintenant, c'est géré avec deux petits boutons et deux menus. Verrouillage, déverrouillage des acomptes.
Vous sélectionnez les lignes, vous appuyez, ça verrouille ou ça déverrouille les acomptes. On ne le voit pas ici parce que je l'ai rajouté après. Même mécanique pour la modification éventuellement de code IMO, de suramortissement. On modifie plus directement dans le Zoom. On appuie sur le bouton, ça affiche un petit pop-up pour saisir le code IMO et ça actualise automatiquement les informations. Une petite précision par rapport à ces boutons-là. Aujourd'hui, il existe le menu déverrouillage des acomptes. Tout le monde n'y a pas forcément accès. En fait, c'est un menu qui permet en fait de remettre des acomptes à facturer pour la prochaine facturation. Si jamais il y a eu potentiellement un souci lors de la première facturation, vous avez, je sais pas, repris des acomptes alors que vous ne deviez pas, du coup vous avez supprimé des acomptes de vos factures, et dans ce cas-là, ces acomptes-là doivent être remis à facturer, et du coup on utilise ces menus-là. Il est possible que ces menus-là ne soient pas accessibles à tout le monde dans un premier temps, d'accord, seulement aux utilisateurs un petit peu avancés pour permettre de la maintenance. C'est surtout ça l'objectif, d'accord? Sachant qu'aussi au niveau du programme de facturation définitive, la partie qui verrouille les acomptes, déverrouille les acomptes, a été modifiée et sécurisée pour éviter les problèmes, comme disait Dimitri, des fois d'acomptes qui se retrouvaient repris ou pas repris à temps. Un nouveau programme, la liste des factures intégrables. Une fois que vous avez fait votre facturation, avant de faire votre intégration comptable, vous pouvez consulter ce programme. Il simule l'intégration comptable et il peut vous afficher des contrôles complémentaires. Par exemple, est-ce que la facture est imprimée ou pas imprimée? Et si elle n'est pas imprimée, elle n'est pas intégrable. Et on va voir, il permet de simuler les écritures comptables. Après, on peut choisir un certain nombre de filtres. Si je le lance, hop, je vais ressortir d'ici, je vais sortir d'ici. Je rentre. Donc, un certain nombre de filtres. On peut voir le détail des mouvements, voir les comptes, choisir si on inclut ou pas les factures de travaux, de capital social, etc. Et on peut choisir un tri par facture ou par compte. Là, je vais faire entrer. Donc ici, il va simuler mon intégration comptable. C'est-à-dire que je vais voir à la fois la liste des factures qui sont intégrables en comptabilité. Donc ici, j'ai un certain nombre de factures et d'avoirs qui sont intégrables en comptabilité. Si j'entre dans le détail ici de ma facture, je vois l'ensemble de mes lignes, mais je vois ici, compte d'imputation, une simulation de l'écriture telle qu'elle sera reçue par la comptabilité, donc les comptes 4, les comptes 7. Pourquoi? Parce que j'ai jusqu'au détail de la ventilation analytique. Donc, on peut le trier par facture ou on peut le trier par compte. Et si vous le triez par compte, vous avez une simulation complète de l'intégration comptable qui se produira si vous lancez l'intégration comptable exactement à ce moment-là. Donc, on voit ici l'ensemble des écritures, voilà, avec un total. Qui peut être fait. Même principe dans ces écrans, vous avez les raccourcis de recherche, les raccourcis d'export tableur. Donc ça peut être intéressant pour vérifier ici l'ensemble des par exemple sur un nouveau dossier ou sur les créations de nouveaux codes, de vérifier l'ensemble de l'écriture comptable qui va être générée avant de faire l'intégration. C'est un nouveau programme qui s'appelle Liste des factures intégrables, qui est présent dans le menu Impression Intégration et qui est aussi présent dans le menu Facturation. Ça, vous y avez accès aux deux endroits. C'est juste une liste, hein, c'est pas lui qui déclenche l'intégration, c'est juste une liste que l'on peut consulter en amont de l'intégration comptable. Pour les personnes qui utilisaient la facturation interne, il y avait des soucis sur l'intégration comptable de ces BL internes. Donc, ce programme d'intégration comptable des BL internes a été totalement revu. C'est une intégration mono-utilisateur, j'y reviendrai sur la suite. Il est allégé et plus rapide et il permet maintenant d'intégrer sans s'embêter à devoir faire des filtres mois par mois. C'est-à-dire que vous deviez intégrer, si vous aviez 3 mois de BL interne, vous deviez intégrer janvier, puis lancer l'intégration de février, puis lancer l'intégration de mars.
Là, le programme est totalement réécrit, il va générer des écritures à partir d'EBL, on s'affranchit de la mécanique qui était faite historiquement, de création de factures, on les intègre, etc. Ce programme est totalement réécrit, plus rapide, et voilà, permet de lancer l'intégration comptable de CBL interne en masse, sans s'embêter à devoir le faire mois par mois. J'ai zappé, on en parle après, je ne sais plus. L'intégration comptable en elle-même a aussi totalement été revue. Vous aviez des soucis des fois de réservation parce qu'on bloquait l'intégration pour que deux utilisateurs puissent pas la lancer en même temps, etc. Là maintenant, l'intégration comptable normale est ce qu'on appelle comme pour ce programme mono-utilisateur, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement vos données sur lesquelles vous allez travailler et intégrer en comptabilité. C'est un programme qui a été revu par l'éditeur, revu pour nos spécificités dessus. Donc là encore, qui doit être beaucoup plus rapide. Je vous passe la technique, mais en gros, il y avait 3 passes lors de cette intégration. Il n'y en a plus qu'une. Donc c'est un programme qui a été sécurisé, qui doit être beaucoup plus rapide. On ne devrait plus avoir les problèmes que vous aviez typiquement de factures déversées en comptabilité et non déversées en règlement. Ceci étant, il y a un nouveau programme qui permet quand même, une fois que la comptabilisation est effectuée, de faire un contrôle. Il contrôle quoi? Il contrôle la cohérence entre ce qui est facturé, donc présent dans la partie gestion commerciale achat-vente, et ce qui est en comptabilité, voire ce qui est également dans la partie règlement, c'est-à-dire impayé. Donc il permet de contrôler les factures et les écritures. Par exemple, une facture qui serait présente en comptabilité et qui serait présente en achat-vente, mais qui serait pas présente en comptabilité. Ce n'est pas forcément une erreur si elle n'est pas intégrée, mais ça peut être une erreur. Ou s'il y a une différence entre le montant de la facture et le montant de l'écriture. Je vous montre des exemples. Donc c'est un programme qui est accessible dans la partie comptabilité, utilitaire. Je suis où? Voilà, utilitaire. Contrôle de la comptabilisation de la gestion commerciale. Donc, je peux choisir ma plage de date, d'afficher les charges, les produits. Bon, là, ce qui va nous intéresser, c'est les produits. Et puis, j'ai des petits flags d'erreur. Par exemple, ici, sur janvier, qu'est-ce que j'ai comme flag d'erreur? Ici, alors, on est sur une base sur laquelle moi, je crée volontairement des erreurs qui nous permettent de contrôler les choses. Vous voyez, par exemple, ici, la facture est présente pour 100 € en gestion commerciale, pas de souci. Une écriture pour 100 € et elle ne serait pas présente dans la partie règlement. Là, on est sur une vieille base, je vous rassure, c'était les anciens cas, c'est quelque chose qui doit plus se produire, mais on l'a quand même mis dans les contrôles pour que ça puisse être vérifié. Donc là, vous pouvez voir directement ces erreurs. Donc il y a des petits flags, filtration des erreurs. Un autre cas qu'on a créé ici volontairement, j'ai une pièce qui est présente dans la partie gestion commerciale pour 170 €, mais elle est présente pour moins 170 € dans la comptabilité. Bon, là, on a simplement joué dans la base pour créer le cas. C'est quelque chose qui ne doit pas se produire, mais entre la théorie et la pratique, on ne sait jamais. Donc, il y a des contrôles qui affichent ces erreurs. Donc, c'est un programme que vous pouvez lancer après avoir lancé l'intégration comptable. Il va vérifier que tout est bien passé en comptabilité, que les montants sont bien cohérents entre l'achat-vente et la comptabilité, et que tout est bien passé aussi dans la partie règlement impayé. Donc, ça permet de s'assurer que tout est correct. Normalement, on n'a pas longtemps à y passer puisque tout doit être correct, mais ça vous permet de détecter tout de suite une éventuelle erreur et de la corriger ou de la remonter au support en envoyant par exemple un imprimé-écran de cette liste. À partir de cette liste, on peut visualiser l'écriture, là encore, faire des recherches, exporter, visualiser la pièce, comme tous les écrans désormais dans les nouvelles technologies. Donc, un programme a posteriori. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nouvelle facturation définitive avec des contrôles avant, nouvelle intégration comptable et derrière, nouveau programme pour contrôler. On a vraiment cherché à sécuriser au maximum le flux entre l'achat-vente et la comptabilité. Une nouveauté qui est issue aussi d'une contrainte légale, c'est la partie journaux sous système.
Alors, qu'est-ce qu'un journal sous-système? C'est un journal qui est lié à une gestion commerciale et qui n'accepte que des écritures en provenant. Ça fait partie du même package que le mode brouillon. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait partie des évolutions de loi LME qu'avait fait notre président actuel à l'époque où il était encore ministre du précédent président, sur tout ce qui est sécurité. Ça fait partie du même package sur la fraude TVA, les caisses, etc. Donc, un journal sous-système n'accepte que des écritures qui proviennent de la partie achat-vente. Donc, vous ne pourrez plus saisir des factures directement sur le journal VE. Le journal VE sera automatiquement le journal sous-système et acceptera uniquement les écritures provenant de factures de l'achat-vente. Si vous avez besoin de faire des saisies sur des factures qui ne sont pas présentes en achat-vente, mais de les saisir directement en comptabilité, vous utiliserez un journal VE2 qui sera automatiquement créé lors de la migration. Pour les rares personnes, s'il y en a ici qui saisissent, qui gèrent les stocks et qui saisissent des factures d'achat, la logique sera la même. Le journal d'achat deviendra, un journal AC2 sera créé et deviendra sous-système et récupérera automatiquement les écritures provenant de la partie achat-vente. Le journal AC étant lui laissé en journal normal pour permettre des saisies. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera automatiquement bloqué et mis à jour lors de la migration pour suivre les évolutions législatives. L'interrogation comptable. Alors, l'interrogation comptable, à première vue, quand vous ouvrirez l'écran, vous verrez peut-être pas forcément beaucoup de différences, mais c'est un programme qui a été totalement réécrit par l'éditeur. On verra quand je vais l'ouvrir. Les filtres qui étaient présents dans le petit entonnoir sont désormais présents tout de suite à l'écran et sont donc beaucoup plus faciles d'accès. On a un accès direct à l'analytique. On a un accès facile à des recherches. Là encore par le CTRL F, mais on verra par des recherches de montant aussi directement. On a un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus clair au lettrage, je vais y venir aussi. On peut créer ce qu'on appelle des ruptures, on peut faire aussi une interrogation que l'on appelle multicompte. Donc là, il y a une doc qui est dédiée à cette nouvelle interro comptable sur la partie support. Si je bascule, hop, interro comptable. Donc vous voyez à première vue, 129. À première vue, elle n'a pas forcément changé, mais là où vous aviez en haut un petit bouton qui vous ouvrait un certain nombre de filtres, ces filtres sont désormais accessibles directement dans l'écran. C'est plus simple, c'est plus rapide et par exemple, pour la recherche par montant, elle est directement accessible ici en saisissant des montants. Donc vous avez un certain nombre de critères, critères de recherche par montant, critères de recherche par type d'écriture, critères de recherche par date, collectif, contrepartie, filtre par journal, filtre par pièce, ce qui est pointé, lettré, etc. Et puis, une notion de rupture, je vais venir avec un autre exemple. Nativement exportable dans Excel, là encore, et puis toujours mon raccourci CTRL F si j'ai besoin de rechercher quelque chose. Hop, 3120, je suis tombé tout de suite sur la ligne 3120. Cette interrogation devient ce qu'on appelle multicompte. Ici, par exemple, au lieu de saisir un compte, je vais aller chercher plusieurs comptes. 120 étoiles. Il manque sûrement 0. Voilà, je vais prendre par exemple tous ces comptes-là. Je les sélectionne, donc je sélectionne mon ensemble de comptes et je renvoie les données. Ça a mis un petit étoile au niveau de mon interrogation comptable. Ça libère ici la partie multicompte qui me permet de retrouver la liste des comptes que j'ai demandé. Et vous voyez que dans mon interro comptable, ici, j'ai du A123, du A125, etc., etc., du A126. Donc, je peux interroger un compte, mais je peux interroger plein de comptes. Alors, il y a une certaine limite technique. Si vous lui demandez tous les comptes sur 3 ans d'exercice, ça va poser un petit souci quand même en termes de lisibilité. Ce qui est sympa à partir du moment où on demande cette interrogation par exemple multicompte, c'est d'utiliser quelque chose de nouveau, qui est la notion de rupture. Ici, j'ai plusieurs comptes, donc je vais demander par exemple au programme de m'afficher une rupture par compte.
Et vous voyez ici, il a créé automatiquement des ruptures, donc qui sont facilement lisibles. Je peux les fermer, les regrouper. La ligne apparaît en bleu, j'ai des sous-totaux. Donc je peux automatiquement ici lui demander une rupture par compte, quand j'ai demandé mon interrogation multicompte. Alors la rupture n'est pas liée à l'interrogation multicompte. Là, c'est pour mon exemple. Vous pouvez faire des ruptures en interrogeant simplement un seul compte. Je peux lui demander ici un deuxième niveau de rupture, par exemple sur le journal. Je peux à chaque fois régler si c'est croissant, décroissant. Je peux faire des ruptures par date. Il va me demander si c'est par année, par mois, trimestre, etc. Voilà. Donc ici, il m'a créé un deuxième niveau de rupture, un deuxième niveau de couleur. Donc ça peut être intéressant dans le cas où vous avez besoin d'interroger plusieurs comptes, par exemple 7 en même temps. Vous pouvez afficher cette liste de comptes et à partir de là, demander des ruptures, modifier les tris. Avec le bouton multicompte, vous retrouvez la liste des comptes que vous avez interrogés et vous pouvez ici en ajouter, par exemple, si vous en avez oublié un, avec le petit bouton plus, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Donc c'est quelque chose d'assez malléable. Faut le prendre en main parce que c'est pas forcément dans les habitudes historiques du logiciel, mais ça peut être assez pratique, cette notion de multicompte. Et cette notion de rupture qui peut être là aussi intéressante sur des interrogations qui peuvent être un petit peu longues. Et export Excel, donc vous avez un bouton export tableur directement ici qui vous permet de déclencher un export Excel. Et vous voyez que dans mon export Excel, j'ai mes ruptures qui apparaissent. Alors, l'export Excel de base vous exporte toutes les colonnes que vous avez choisi de faire apparaître dans votre écran. Et vous avez vu, il est très rapide et automatiquement généré avec l'ensemble des lignes. Donc, une nouvelle interrogation comptable réécrite qui est plutôt pas mal. Si je vous montre maintenant un autre exemple, on parlait de l'analytique. 705, hop là, tac, 706, c'était la touche d'à côté, 706, hop, si je prends, hop, non, 706, donc ici, on a accès directement aux détails de l'analytique. Vous voyez, il y a un petit plus qui est apparu ici. Hop, j'ai pas besoin de cliquer, enfin je peux cliquer sur les petits boutons, ils sont toujours présents, mais j'ai accès ici aux détails de l'analytique. Après, c'est question d'ordre des colonnes par rapport à ce que vous choisissez de faire apparaître. Donc tout est bien détaillé dans la documentation dédiée sur le site du support. Vous ne serez pas dépaysé parce que vous voyez, vous retrouvez quand même la présentation telle que vous la connaissez. Un petit point aussi, donc depuis la version 10, il y a eu des retours qui ont été faits à l'éditeur d'un certain nombre de ses clients, commencer par nous, sur tout ce qui est lettrage. Donc il y avait des petits soucis sur l'algorithme de lettrage et la visibilité du lettrage. Donc cet algorithme de lettrage a été totalement revu par l'éditeur. Il permet une visualisation aujourd'hui qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus comptable. Donc lors de la migration, cet algorithme sera implémenté. Des traitements seront faits pour basculer de l'ancien algorithme au nouvel algorithme et remettre tout ce qui est lettré actuellement dans la nouvelle forme. Je vais vous montrer après. Vous aurez accès directement par clic droit ou par le bouton lettrage à cette notion de lettrage, de voir détail du lettrage. Vous verrez apparaître deux codes, c'est ce qu'on voit un petit peu sur mon imprime écran. Un code de lettrage global qui se rapporte à l'ensemble de l'écriture, et puis un code de lettrage qui s'appelle code détail. En gros, un code détail par règlement et un code lettrage global qui est celui qui nous intéresse sur l'ensemble du lettrage. Si je reprends ici mon cas, hop, je rebascule à 126, hop. Bon, c'est la facture du 15.6, mais ça revient quand même. Ici, donc je peux demander de voir le lettrage. Je bascule automatiquement ici sur cette présentation. Donc je peux basculer du lettrage à la présentation écriture et je peux demander ici le détail du lettrage. Alors là, j'ai quelque chose de simple, mais ici, si j'ai plusieurs règlements, des choses qui sont liées, des acomptes, des règlements partiels, etc., je verrai l'ensemble de mon information
de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, présenté sur ce petit écran, mais on peut y accéder aussi directement par clic droit ici, voir le détail du lettrage et j'aurai l'information de tout mon lettrage avec possibilité de revoir l'écriture associée à chacune des lignes. Quelque chose de beaucoup plus simple qui permet une visibilité beaucoup plus claire au niveau du lettrage. Pour les quelques personnes qui saisissaient des acomptes directement dans la partie règlement, si c'est pas une pratique que vous aviez, je dirais écoutez pas ce que je vais dire, si vous évitera de vous perturber. Pour les personnes qui saisissaient des acomptes directement dans la partie règlement ou directement dans la saisie d'écriture, c'est-à-dire des acomptes sans facture d'acompte, même si normalement on doit toujours avoir une facture d'acompte. Ça a été légèrement modifié pour des questions de sécurité technique et de facilité d'utilisation. On ne peut plus saisir on peut plus appeler la saisie d'acompte module règlement directement dans la saisie d'écriture. Il faut utiliser le petit bouton acompte qui désormais est présent dans le bandeau au niveau de la saisie d'écriture. Si c'est pas une pratique que vous aviez, ne cherchez pas à avoir cette pratique. C'est pas l'idéal. C'est fait par quelques personnes pour des constatations d'acompte quand il n'y a pas de facture. Voilà, c'est pas le plus fréquent. Ce qu'il faut retenir si vous le pratiquez, c'est qu'on ne l'appelle plus depuis la saisie en elle-même, mais depuis le petit bouton qui est présent au-dessus. De toute façon, vous ne pourrez plus le faire si vous l'appelez directement depuis la saisie d'écriture, puisque par sécurité, il y a un message bloquant qui a été mis en place. Un complément sur les subventions, pour les personnes qui ont participé au webinaire sur les subventions, il y a eu des questions qui ont été posées pour, par exemple, pour pouvoir saisir des subventions d'organismes privés, par exemple la MSA, et faire de l'amortissement sur ces subventions à 100%. À l'origine, le module subvention, il a été développé dans le cadre de la nouvelle réglementation sur l'amortissement qui permettait d'amortir au maximum à 50%. Donc, le champ ne permettait pas de saisir 100%. Et il y avait un contrôle bloquant au-delà de 50%. On a ouvert le module à la possibilité de saisir des subventions amorties totalement, c'est-à-dire à 100%, ou d'ailleurs entre 50 et 100%. Donc, il n'y a plus le contrôle qui était mis par rapport aux 50%. Vous avez donc un pop-up un peu verbieux, mais qui vous rappelle que vous avez saisi un montant à 50% et que donc derrière, c'est bien à vous de vous assurer que le montant que vous avez saisi respecte la réglementation entre subvention de fonctionnement, subvention d'investissement, organisme public, organisme privé. Donc le pop-up vous rappelle cette réglementation, enfin ce respect de la réglementation. Et vous pourrez donc désormais, dans le module subvention, saisir des subventions d'organismes privés, amortissable par exemple à 100%. Un rappel sur la partie EBIX, prélèvement, virement. Pourquoi un rappel? Parce qu'on a eu des échos erronés sur ce qu'il était possible de faire ou pas. Donc, je rappelle que le lien avec les banques est possible. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, dans le cadre d'un contrat EBIX-T, vous pouvez tout à fait télécharger les extraits de compte de vos banques. On va même retravailler et améliorer encore ce qui est possible de faire, mais vous pouvez déjà le faire aujourd'hui, puisque certains le font déjà. Donc, c'est tout à fait faisable. Si vous avez besoin de le faire, vous pouvez nous contacter et on verra avec vous ce qui est paramétrage à faire pour que ça puisse être fait. Vous pouvez aussi générer un fichier qui vous permet et qui vous évite plutôt de devoir ressaisir vos virements ou vos prélèvements sur le site ou sur le logiciel de banque que vous utilisez. C'est-à-dire qu'à partir de MyCumaConta, vous pouvez tout à fait générer un fichier normé, ce qu'on appelle un fichier CEPA au format CFOND. On est bien en EBIX, c'est pas en EDI, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez tout à fait générer un fichier normé et télécharger ce fichier normé sur le site de votre banque pour vous éviter de ressaisir sur le site de votre banque des virements ou des prélèvements que vous voulez émettre. Là encore, c'est qu'une question de paramétrage. Certains le font pour la partie virement ou pour la partie prélèvement. Donc, on peut tout à fait mettre en place ce paramétrage. Il y a une fiche de paramétrage qu'on a écrite, qui est normée, qui fonctionne. Hein. Certains l'utilisent aujourd'hui. Pour la partie prélèvement,
Ça peut être intéressant pour les fédérations qui veulent faire du prélèvement de cotisation pour les adhérents. Hein, ça a été mis en place avec certaines fédérations. Il vous faut bien évidemment récupérer les mandats, puisque les prélèvements dépendent de mandats. Vous-même, quand vous autorisez Bouygues, Orange ou autre EDF à faire un prélèvement sur votre compte, vous renseignez un petit papier qui est en fait ce mandat. Donc c'est tout à fait faisable. Et à partir de là, le fichier est généré. Vous n'avez plus qu'à le télécharger sur le site de votre banque et vous n'avez plus rien à saisir. À partir de la 10.4, même pour les personnes qui voudraient utiliser le prélèvement, vous n'aurez plus besoin d'aller le pointer dans la partie règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous aviez des factures, ça basculait en partie comptabilité règlement et vous deviez aller pointer chacun de ces prélèvements pour pouvoir générer le fichier. Partant du principe que normalement, un prélèvement n'est pas rejeté, on peut paramétrer le pointage automatique de ces prélèvements pour que vous n'ayez pas manuellement à le faire. Vous n'aurez plus en gros qu'à lui dire « génère-moi le fichier » et à le télécharger sur le site de votre banque. Donc, pour les personnes qui veulent utiliser les prélèvements, c'est un vrai gain parce qu'une fois que l'ensemble du flux est paramétré, ça bascule en comptabilité, le pointage est fait automatiquement et vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier sur le site de la banque pour déclencher l'émission des prélèvements. Vous n'avez plus besoin d'aller pointer, je sais pas moi, une centaine d'adhérents pour déclencher tous les mois ou tous les ans ou tous les 6 mois, peu importe, ce prélèvement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce niveau-là. Il y a déjà un travail qui a été fait, c'est déjà utilisé et on va encore travailler à la simplification de ce flux côté EBIX, prélèvement et virement. Dernier point. Alors, on sait que vous allez amèrement le regretter, mais on a supprimé le fichier Excel de calcul des emprunts. Les emprunts se calculent désormais directement à partir d'un petit bouton, que ce soit le calcul des emprunts ou le recalcul des emprunts. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de générer le fichier Excel, de l'ouvrir, de le modifier, de le retélécharger. Ça se fait automatiquement à partir du module emprunt. Je vais vous montrer un exemple. Je vais juste renoter mon cas habituel. Hop, c'est mon semoir. Mon semoir, il est à 1,10, 55, je sais plus si le semoir, oui, c'est sûr, il doit être à 55K. Il est au 28,8,19 et au 25,4,21. De toute façon, je vais le dupliquer. Hop, 0,55. 0,55. Hop, là je vais faire non pour vous montrer une petite coche complémentaire. Donc on va voir le calcul, j'ajoute une précision. Ici, une nouvelle coche est apparue qui permet d'indiquer que le montant de la première échéance est différent du montant des échéances suivantes. Ce qu'on appelle le calcul des intérêts intercalaires, c'est-à-dire, pour ceux qui veulent des informations, dans le pop-up, vous avez la formule de calcul, une formule de calcul officielle. Donc ça, en fait, ça permet de calculer automatiquement les intérêts entre la date de réalisation et la date de première échéance. Alors, j'ai beau avoir discuté avec les gens d'Agilor et du Crédit Agricole, eux-mêmes ne retombent pas forcément toujours à 100% sur les calculs de leur caisse. Donc, on a fait un certain nombre d'exemples. On retombe bien sur les calculs. Vous pourrez des fois avoir 1, 2 euros, 2 centimes de différence. Il peut y avoir, selon les caisses, selon les banques, des logiciels qui gèrent un tout petit peu différemment les arrondis de la formule officielle. Mais sur la plupart des exemples classiques, la formule ici permet de bien obtenir la valeur du prêt tel que vous l'avez sur le papier. L'exemple que je prends est un exemple qui m'a été fourni par Karine à partir d'un véritable emprunt dont on a la copie pour vérifier le calcul. Si vous n'avez pas d'intérêt intercalaire, vous ne cochez pas la coche, il n'y a pas de souci. Ici, donc, j'aurai une petite question. Alors, on verra si on l'enlève ou on l'enlève pas. Est-ce que vous souhaitez faire le calcul avec le nouveau mode sans Excel? Je vais répondre oui. Et voilà, hop, ça m'a calculé automatiquement mon emprunt. J'ai pas eu à m'embêter, si je puis dire, avec le fichier Excel. J'ai mon emprunt qui est automatiquement calculé. Et vous voyez ici que la première échéance est bien différente des échéances suivantes et que mes intérêts intercalaires
ont bien été calculés et je vous rassure, ça correspond bien à la feuille papier qui m'a été communiquée. Donc le calcul est immédiat, plus besoin de s'embêter avec Excel. Pour ça que vous avez deux boutons, calcul rapide, qui permet de calculer ou de recalculer l'intégralité du prêt, ou la notion ici de recalcul rapide, qui vous permet par exemple de définir un changement de taux, un allongement de durée, un remboursement total anticipé, ou une nouveauté ici qui a été ajoutée peut-être cette année, la possibilité de dire que vous voulez générer une année blanche, une échéance blanche, c'est-à-dire pas de remboursement sur cette année. On affectera automatiquement à cette année quand même le paiement des intérêts. C'est peut-être pas exactement ce que vous facturera la banque, ça sera peut-être à vous de venir modifier si jamais sous prétexte d'échéance blanche, la banque vous facture éventuellement des pénalités. Ici, je peux lui dire de recalculer automatiquement un nouveau taux et ça va me recalculer automatiquement mon nouveau taux. Nouveauté aussi, vous voyez qu'on mémorise le taux et on mémorise le calcul précédent. C'est pas forcément utile pour vous. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait qui permet quand même de retrouver un petit peu de traçabilité entre le précédent calcul et le nouveau calcul en cas de recalcul. Alors c'est juste précédent ancien, c'est-à-dire si je refais à nouveau un changement de taux, j'aurais pu le premier. L'idée c'est pas d'avoir tout un historique de calcul, mais bien d'avoir l'ancien calcul et le nouveau calcul. Et vous voyez, ça s'est calculé très rapidement et automatiquement à partir des données qui sont présentes dans mon emprunt. Donc, on oublie le fichier Excel. Le calcul est simple et direct. Donc, les méthodes de calcul pour le moment qui sont gérées par ce programme sont l'annuité constante et le capital constant. Je n'ai pas encore développé le in fine, on le développera, mais je ne pense pas que vous saisissiez très souvent des prêts in fine. Voilà sur cette partie emprunt qui demandait de redévelopper l'algorithme de calcul. Voilà, on a tenu compte de toutes les remontées qui nous ont été faites par rapport à la lourdeur que pouvait représenter ce fichier Excel et on l'a développé directement dans le logiciel. Une doc aussi est disponible sur le site du support sur ce programme et sur ces modifications, avec des exemples, des explications et quelques rappels réglementaires, mais qui vous rappellent un petit peu ce qui est fait. Deux derniers points, tout ce qui n'a pas été cité, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée en fait de l'ensemble du travail que représente une telle mise à jour. C'est un travail d'équipe de plus de 50 jours complets qui ont été faits. Des centaines de petites fonctions ont été modifiées parce que le langage du logiciel évolue de par l'éditeur, donc on doit aussi le faire évoluer nous. Plus de 400 points ont été passés en revue avec un logiciel dédié de travail qui a été mis en place. 400 points ont été passés en revue. Près de 250 points ont amené des corrections, des améliorations, que ce soit dans le cadre de la migration, mais aussi une soixantaine de points qui étaient présents dans les précédentes versions. Alors, pas que la version 10, on est même remonté à des cas qui étaient présents dans des versions précédentes qui ont été traités. Avec les testeurs et avec les remontées du groupe de test, il y a une liste d'améliorations et d'irritants qui a été rédigée et sur laquelle on retravaillera dans les prochaines mises à jour, là encore, pour améliorer la pratique du logiciel. Et notez par rapport à ce qui avait été annoncé au programme de cet été, la réécriture de l'édition des impayés et des appayés qui n'a pas été faite là, faute de temps, donc qui sera le prochain travail. On sait qu'il y a des soucis sur ces éditions, donc elles seront totalement réécrites. Et dans le cadre aussi du travail sur les emprunts, je sais qu'il y a un certain nombre de tickets historiques sur la génération des intérêts courus. Donc ça sera le deuxième chantier de cet été après les impayés, c'est retravailler sur toute la génération des intérêts courus pour aller jusqu'au bout de la refonte de la partie emprunt dans le logiciel. Voilà, j'ai terminé. Donc, comme la fois précédente, j'ai vu beaucoup Dimitri taper. J'imagine qu'il y a un certain nombre de questions. Donc, s'il vous reste des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou pour le coup, maintenant que je vais
me taire, entre guillemets, vous pouvez réactiver vos micros et au besoin poser les questions, ou Dimitri, s'il reste des questions qui n'ont pas été répondues, qui seraient intéressantes pour tout le monde. Par rapport aux questions non répondues, donc vous avez le suivi dans le chat, hein, si certaines questions vous ont intéressé. Véronique demande, est-ce qu'il est prévu un suivi des crédits baux comme pour les emprunts? Actuellement, non. C'est pas du tout quelque chose qu'on a prévu, envisagé, ni même qui nous a été remonté, à vrai dire. C'est la première fois qu'on est sollicité là-dessus. Du coup, Guillaume le note. Je le note, et puis peut-être de nous envoyer quelques informations complémentaires par mail, ça me fera un post-it. Et puis ça permettra de voir ce qu'il en est. Je sais que dans la fiche du matériel, tu as une petite case pour dire que c'est un crédit bail, une LOA ou un matériel normal. Mais c'est tout ce qui est fait. Il n'y a pas de suivi comme pour les emprunts aujourd'hui. Maria, la vidéo est dans le support. Donc oui, on a enregistré la vidéo et tu pourras la retrouver sur le site de support. Est-ce que vous avez des questions ou des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne? Anne, dans le module règlement, alors attendez, Anne, dans le module règlement, au moment des pointages des factures d'achat, on ne retrouve pas le libellé fournisseur. Une évolution est-elle prévue? Ça peut faire partie d'une évolution. Après, normalement, tu devrais avoir la colonne, tu devrais pouvoir sélectionner des colonnes dans le tableau avec la petite roue crantée qui est tout à droite du tableau, dans l'entête. Tu devrais pouvoir sélectionner des nouvelles colonnes et il est très possible que le libellé du fournisseur apparaisse dans ce tableau-là. Sophie, pouvez-vous revoir l'intégration comptable en module règlement, car toujours des messages avant l'intégration? Alors, Sophie, ça c'est quelque chose de particulier qui normalement petit à petit se résout avec les contrôles de clôture. En fait, ces messages-là apparaissent parce qu'il y a des effets de lettrage, donc des factures et des avoirs du même montant qui ont été pointés ensemble. Et qui du coup ne nécessite pas une intégration comptable parce que du coup il n'y a pas d'écriture à faire puisque les factures d'avoir et les factures, les montants sont les mêmes. Mais néanmoins, les effets qui ont été pointés doivent être marqués comme étant intégrés en comptabilité. Et si tu as des anciens effets qui n'ont pas été marqués comme étant intégrés en comptabilité, bien qu'ils n'ont pas nécessité d'écriture, et ben tu peux pas intégrer les écritures de l'année, si ces effets-là datent des années précédentes, sur des exercices clôturés. Donc là, il faut que tu passes en assistance avec nous. On pourra peut-être voir pour déblayer tout ça, mais voilà, c'est un problème qui s'explique aujourd'hui, ce truc-là. Donc, passe par nous, par l'assistance, et puis on saura corriger le souci sans problème. Christine, pour le tarif de Zindoc, on enverra une communication là-dessus. Clair pour tout le monde. Laure Carpentier, par rapport aux éditions chaînées, je n'arrive plus à les utiliser. Cela est-il corrigé? Alors, on sait qu'il y a des soucis sur les éditions chaînées. C'est pas un programme qu'on va revoir. C'est un programme aujourd'hui qui est très complexe, qui donne un rendu qui est discutable. Ouais, qui est discutable, qui est utile, mais qui nous paraît assez peu professionnel. Du coup, nous, ce qu'on préfère envisager, c'est l'intégration, comme on l'a fait peut-être avec Zindoc pour la dématérialisation, mais l'intégration d'un outil réel de confection et de gestion de plaquettes qui fasse quelque chose de réellement plus propre. Donc voilà, on ne touche pas aux éditions chaînées, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. On ne fait pas d'évolution dessus parce que c'est un programme qui est très compliqué. Après, si tu n'arrives pas à les utiliser, d'autres arrivent à les utiliser. C'est peut-être un problème que tu as sur ton compte utilisateur. Donc, contacte-nous en assistance et puis on corrigera ça chez toi. Mélanie Delaunay, avez-vous prévu de simplifier l'enregistrement des bons de travaux? En passant par adhérent, quand on enregistre des bons d'activité composée, on a un message d'erreur. Alors là, il faut que tu nous fasses remonter. Donc, effectivement, ce que je sais, quand tu fais des bons de travaux directement par adhérent, tu ne peux pas modifier une ligne
de saisie par activité. Ou alors, quand tu fais un échappe, alors que tu as saisi une activité composée précédemment, effectivement, il y a un petit souci, il y a un message d'erreur. Il faudra qu'on se penche dessus, mais aujourd'hui, non, c'est pas corrigé sur ce truc-là. Anne-Sophie Sodjo, est-ce qu'il y aura une manip particulière pour les factures d'acompte faites jusqu'à aujourd'hui? Alors non, il n'y a pas de manip particulière à faire pour les acomptes faits jusqu'à aujourd'hui. À part si ces acomptes-là ont été faits en ancienne version 7.5, dans quel cas il faut que nous, on les passe en C50 pour éviter de les laisser en je ne sais plus quel état. D'ailleurs, Anne-Sophie, mais ça tu auras l'information, il faudra bien voir avec ton directeur, directrice, je ne sais plus, pour que tu puisses continuer d'utiliser la partie chorus. Il y aura un paramétrage à faire pour que ça devienne, ça soit bien actif. Alexandre Jucroix, afin de simplifier la saisie, est-il possible d'envisager une saisie de trésorerie? Alors, tout ce que ça dépend vraiment de ce que tu entends par saisie de trésorerie, en fait. Il y a un module de trésorerie, mais il ne sert pas à simplifier la saisie. En fait, il sert clairement à faire de la trésorerie, à prévoir, suivre la trésorerie. Donc, tu peux intégrer pas mal de choses, même des modules spécifiques dedans. Il y a très peu de personnes qui sont formées dessus. C'est un module qui est pas complexe, mais il faut bien le prendre en main. Après, c'est pas un module qui permet de faire de la saisie. Donc, il faudra que tu nous expliques réellement ce que tu souhaites faire par là. Saisie des factures d'achat directes en journal de banque. Ben ça, du coup, c'est possible. Ça reste le cas. C'est possible aujourd'hui. Hein. Quand tu saisis ton fournisseur en saisie banque, tu as un bouton F3 pour saisir la facture d'achat directement. Et quand tu reviens dans la banque, la facture est directement réglée. Je ne sais pas si tu l'utilises ou si peut-être j'ai répondu à côté. Hein. Je vous explique un peu plus. Mélanie, j'ai déjà envoyé un mail pour ça, mais pas de changement. Il faudrait qu'on se recontacte. Okay. Anne-Michel, merci à toi pour avoir suivi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va. Donc, du coup, le support, enfin la vidéo sera disponible dans l'après-midi là sur le site d'assistance. On réenverra une news demain après-midi qui contiendra le lien vers la vidéo et qui vous rappellera que demain à 17 h, la connexion coupera. Donc, vous n'aurez plus accès à MyCumaConta. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, comme d'habitude, d'essayer de fermer vos sessions bien à l'heure, qu'on n'ait pas à les couper nous manuellement parce que derrière, après, ça nous cause des soucis d'assistance, etc. Donc voilà, soyez coopératifs, fermez vos sessions en temps et en heure quand on vous le demande. Et puis vous retrouverez du coup MyCumaConta sur la nouvelle version, donc la nouvelle interface avec toutes les nouveautés que Guillaume vous a présentées dans le week-end. Et sinon, officiellement, ça sera lundi à la 1er heure. Et comme je disais, les docs complémentaires, donc sur le calcul d'emprunt, la nouvelle interro comptable et la nouvelle facturation définitive avec les pré-contrôles, et je rajouterai d'ailleurs une doc sur la partie post-contrôle, sont présents sur le site du support où vous retrouvez toutes les documentations.